Le thème, l'origine de la puissance. J'aimerais reprendre, Bernard, l'aspect où on parlait du développement de l'intelligence pour permettre à un individu dans une sorte de dialogue ou de complicité avec l'esprit d'un autre, de voir comment est-ce que finalement on peut bâtir ou construire un développement à la fois personnel, mais en couple, et regarder aussi si c'est possible pour un individu, en reconnaissant l'esprit des autres ou en se créant plusieurs alliances, d'expansionner cet aspect-là qu'on a dans l'évolution, dans la vie du couple. Parce que finalement, l'origine de la puissance ne serait pas finalement les alliances qu'on a avec de multiples personnes, de multiples esprits. La question finalement, c'est est-ce qu'un individu qui finalement prend conscience de sa certitude d'une dimension de son intelligence, et l'autre élément que vous aviez apporté que il met en action par le dialogue cette certitude-là avec un autre, développe finalement sa stabilité, son équilibre, mais est-ce que matériellement, il ne faut pas créer ou générer certaines formes d'alliance avec finalement les mêmes règles, les mêmes lois que vous avez finalement démontrées dans la première partie au niveau de la communication et du dialogue entre deux êtres? L'alliance est importante parce que l'alliance permet à l'individu, quand on parle d'alliance, une alliance, ça peut être à 2, ça peut être à 10, ça peut être à 100. L'alliance, si on la regarde d'un point de vue simplement binaire, à 2, c'est la même que l'alliance à 10 ou à 20 ou à 30. Pour qu'une alliance soit réelle, il faut que les individus à l'intérieur de l'alliance évolue dans une atmosphère d'harmonie. Parce que plus l'homme va devenir conscient, plus il va devenir sensible à ce qu'on peut appeler les chocs vibratoires à sa conscience. Quand vous parlez à quelqu'un, quand vous êtes en relation avec quelqu'un, quand vous travaillez avec quelqu'un, et qu'il y a un échange entre deux personnalités plus ou moins ajustées, il se crée des chocs. Les chocs sont créés par l'action, les chocs sont créés par la parole, par la parole, les chocs peuvent être créés par le regard, les chocs peuvent être créés par le comportement, ainsi de suite. Et pour que l'homme puisse bénéficier du caractère relationnel de ses alliances, à partir du plan le plus simple au plan le plus complexe, il faut qu'il s'assure, lui, en tant qu'individu, et je dis bien lui en tant qu'individu, de ne jamais s'assujettir à une alliance. Une alliance, c'est un principe de reformulation constante des énergies des personnes qui participent là. Donc, une alliance, ça peut aller à l'infinité, comme ça peut s'arrêter quelque part dans le temps, et c'est toujours proportionnel, ou ce mouvement est toujours proportionnel à la disponibilité psychique des individus par rapport aux autres. Ce qui fait que des êtres dans le monde forment des alliances, les brisent, les recommencent, les brisent, c'est parce que les hommes n'ont pas la capacité de supporter la sensibilité de l'esprit. Et l'esprit, donc l'intelligence créatrice, donc le principe universel, donc le dialogue entre les hommes à partir d'un plan supérieur, c'est une force qui génère, qui est très généreuse dans sa génération, dans la mesure où l'homme, arrivé à un certain point, ne souffre plus de l'éclatement. Quand on est inconscient, on se crée des alliances. Vous autres, vous appelez ça des amitiés. On se crée des amitiés que très très souvent on supporte pour des raisons d'ordre émotif, pour des raisons d'ordre de sécurité personnelle, ainsi de suite, psychologique, matériel ou psychique. Mais quand un homme est arrivé, et l'homme en viendra à ce point, quand un homme est arrivé à un très haut niveau d'individualisation, il n'a plus besoin, il ne veut plus, et il ne peut plus prendre à l'intérieur d'une alliance des chocs vibratoires au niveau de son esprit, parce que il est suffisamment créatif, génératif, puissant, individualisé pour aller seul ou aller
ou réduire le niveau de son alliance. Et au cours de l'évolution, dans la mesure où l'homme va prendre conscience de lui-même et qu'il va prendre conscience des autres autour de lui, il va venir, à un certain point, dans son expérience, le besoin de ne plus souffrir des autres. Quand tu ne souffres plus de tes alliances, binaires ou complexes, à ce moment-là, il n'y a plus de fin à ces alliances-là. Mais l'homme devra toujours surveiller dans son évolution, dans la retransmission de son énergie, de ne pas souffrir de ses alliances. S'il souffre de ses alliances et qu'il n'a pas la force ou l'intelligence de s'en séparer, de les laisser aller à leurs propres expériences pour qu'ils atteignent un niveau de vibration suffisamment universel ou sensible pour que tout le processus aille plus loin dans l'évolution et l'investigation des propriétés créatives de l'homme, à ce moment-là, il s'assujettit à une alliance, il s'assujettit à une doctrine sociale, il s'assujettit à une conscience sociale, bien qu'elle soit plus élevée, et en s'assujettissant, il perd son individualité, il perd de la conscience, et il commence à astraliser le pouvoir créatif qu'il a déjà atteint. Et ça, c'est dangereux parce que il n'y a pas de raison qui puisse empêcher l'homme de travailler avec l'homme sur le plan de l'alliance. Mais il y a de très grandes raisons qui puissent empêcher l'homme de perpétuer une certaine qualité d'alliance pour des raisons purement techniques. Et l'être conscient ne pourra pas faire ceci parce que, arrivé à un certain niveau d'évolution, sa conscience lui sera de plus en plus dictée. Et quand je dis dictée, je veux dire qu'il sera plus facile pour lui de prendre conscience de l'intervention de sa source à travers les différentes modalités de son programme de vie, même si ce programme de vie est plus avancé que le reste de l'humanité. Et si l'homme est très, très réceptif à sa source, éventuellement, ses corps subtils, donc le corps mental, le corps astral, le corps physique, comme le corps éthérique, vont être mis en résonance avec cette énergie-là et il ne pourra pas contourner son intelligence. Il sera obligé d'aller dans la direction que cette intelligence qui est la sienne sur un autre plan lui dictera. Donc l'homme, à cause de cette grande individualisation de son être, sera obligé de poursuivre seul ou dans un cadre beaucoup plus simplifié son énergie créative, son partenariat, afin d'avoir la paix de l'esprit. Parce que aujourd'hui, l'homme faisant partie de l'évolution, l'homme a beaucoup de buffers. Autrement dit, l'homme a beaucoup d'éléments en lui qui le forcent ou restreignent sa liberté. Mais un être conscient ne peut pas être restreint dans sa liberté parce que déjà, il est un emblème de la liberté. Il est une expression de la liberté. Pas la liberté du libre arbitre qui est une illusion de l'évolution, mais la liberté de son esprit, c'est-à-dire cette relation extrêmement harmonisée entre une énergie qui fait partie d'un plan supérieur de sa conscience et les autres énergies mentales, émotionnelles, vitales, physiques qui font partie du plan inférieur de sa conscience. Donc l'homme aura besoin de vivre constamment en symbiose, en équilibre, pour que l'énergie soit toujours véhiculée dans un processus d'osmose, de haut en bas et de haut en bas, de bas en haut, et ça sera sa paix d'esprit. Ça ne sera pas une paix d'esprit spirituelle comme on l'a connu pendant l'évolution, qui était factice, temporaire, moralisante. Ce sera une paix d'esprit où l'homme ne vivra plus, non pas le choc des cultures, parce qu'il sera dépassé ce stage-là, mais le choc des individus. Et je veux faire un point important sur ceci. L'homme inconscient vit le choc des cultures, ça fait partie de l'instabilité de sa conscience, ça fait partie de la souffrance de sa conscience. Ça génère énormément d'égrégores astro-négatifs, ça perpétue l'insécurité, ainsi de suite. Mais l'homme conscient ne vivra plus ça, ce choc de culture-là. Il sera totalement indépendant psychiquement de ceci. Par contre, il sera très, très susceptible au choc des individus. Donc, s'il formule des alliances, des liens, des amitiés avancées avec des êtres, il sentira à un certain moment donné qu'il n'a plus à vivre le choc des individus. Et à partir du moment où l'être humain sur la Terre sera libre du choc des cultures,
de l'évolution. Et libre du choc des individus en évolution, il commencera son mouvement très graduel vers l'intemporel. Il commencera un mouvement qui l'amènera éventuellement à identifier sa conscience, non plus avec son ego, non plus avec des hommes avancés qu'il connaît ou avec lesquels il a formé une certaine alliance, mais avec des êtres qui font partie de l'intemporel. Et c'est à ce moment-là que se créera chez lui une ascendance de sa vibration, c'est-à-dire que son taux vibratoire augmentera à un point où éventuellement il pourra commencer à regarder dans l'invisible et à voir des individus qui, avec le temps, vont se matérialiser de plus en plus. Et éventuellement, ces êtres-là feront partie d'un autre niveau d'alliance qui, éventuellement, amènera l'humanité à générer sur la Terre une science extrêmement avancée, mais basée sur des principes de vie, de science, de son et de lumière totalement opposés ou différents de ce que nous connaissons aujourd'hui dans la science matérialiste. Donc, quand nous parlons de l'évolution de l'être ou l'évolution de l'homme, nous devons regarder l'évolution de l'homme à l'intérieur d'une conscience sociale où il vit le choc de la culture. Ensuite, l'évolution de l'homme à l'intérieur d'une conscience beaucoup plus particularisée, où il forme lui-même des alliances avancées, mais où il est encore sujet à vivre le choc des individus. Et cette deuxième étape-là, éventuellement l'amènera à se retirer de ces alliances-là sur le plan matériel, sur le plan psychologique. Les alliances demeureront sur le plan psychique, occulte, et éventuellement se reformuleront sur le plan intemporel, parce que déjà ces êtres-là seront des êtres très avancés. Mais c'est très important pour l'homme en évolution de conscience supramentale, c'est-à-dire de conscience universelle, de passer à un niveau d'enregistrement de formes pensées totalement libre des alliances pour pouvoir éventuellement avoir accès à la science de l'inconnu. La science de l'inconnu étant cette science permettant à l'individu, à l'ego individualisé, de passer d'un plan à un autre de vie sans aucune dislocation psychique, psychologique ou matérielle de son être. La race racine, la sixième race racine de l'humanité, la race de l'évolution, progressera vers ce stage de conscience formelle, formalisée et codifiée à l'intérieur d'une structure psychique extrêmement avancée qui permettra finalement à l'homme de ne pas simplement travailler avec des hommes, ne pas simplement travailler avec des alliances qui sont avancées, mais aussi avec des êtres qui viennent d'autres dimensions. Ça fait partie de la destinée de l'humanité, mais ça fait partie beaucoup plus de la destinée de l'homme. Donc, si l'homme, pour quelque raison que ce soit, ne reconnaît pas en lui ses besoins psychiques, on ne parle plus de besoins psychologiques, là. On est réellement à un autre niveau. Si l'homme ne reconnaît pas ses besoins psychiques qui, dans un sens, se formulent très simplement dans le sens que sa paix vibratoire, plus la paix psychologique, il l'a. Mais la paix vibratoire, ne plus souffrir psychiquement de la vibration de ceux avec lesquels il s'entretient dans un rapport étroit. S'il n'est pas capable de prendre la décision quelque part dans le temps, à ce moment-là, il sera obligé de continuer à vivre une sorte de souffrance occulte avec ces êtres-là. Il perpétuera son initiation solaire et éventuellement, possiblement, il se rendra malade. Parce que l'homme, un être conscient, a la capacité de se régénérer à volonté. Ça fait partie de l'harmonisation de ses centres psychiques, ça fait partie de l'élévation du taux vibratoire de ses chakras, ça fait partie de la constante universelle qui unit son plan mental avec ses autres plans, ainsi de suite. Mais si l'homme divague, c'est-à-dire que pour des raisons psychologiques, pour des raisons matérielles, il n'entreprend pas de se soustraire des chocs vibratoires causés par des individus qui n'ont pas la sensibilité encore, parce qu'ils sont encore en voie d'évolution. À ce moment-là, il non simplement retardera-t-il son évolution, mais il va se plafonner quelque part. Et éventuellement, lorsque le contact se fera sur le plan matériel, sur le plan éthérique, entre des hommes
des êtres ou des intelligences sur la Terre qui font partie de la destinée d'une plus haute programmation, cet homme-là ne pourra pas recevoir ces vibrations. Donc, le courant télépathique ne pourra pas s'établir. L'homme conscient, l'homme intelligent est ultimement un être individualisé. Ceci ne veut pas dire qu'il ne peut pas travailler avec les hommes, mais il ne peut le faire éventuellement que dans la condition où une harmonie parfaite existe. Et quelle est cette harmonie? Cette harmonie, elle est basée sur la restreinte des énergies astrales de chaque personnalité. Si vous me dites, par exemple, tu me parles trop vite, tu m'énerves. Hein? Et que je ne suis pas capable de contrôler mon énergie pour parler moins vite et ne pas vous énerver, à ce moment-là, éventuellement, vous parlant, vous rendrez malade. Okay. Donc, c'est ma responsabilité de descendre, de contrôler cette énergie, de baisser mon taux vibratoire. Si je ne le fais pas, avec votre sensibilité accrue et grandissante, un jour, je vous rendrai malade. Je vous prends comme exemple, mais je pourrais transférer cet exemple-là à ma femme. Moi, quand je viens dans une conférence ou que je donne un séminaire, je subis un changement vibratoire. Je deviens une machine à parler. Donc, cette énergie excite mes sens. J'ai la tendance, cette journée-là, avant de commencer mon travail, j'ai la tendance à vivre d'une certaine surexcitation, ce qui pourrait m'amener à conduire plus rapidement. J'ai la tendance à être un petit peu trop bien dans ma peau, ce que vous appelleriez une sorte d'enthousiasme. J'ai la tendance à pouvoir régler 75 000 problèmes avec un coup de crayon. Vite, rien. Je deviens survolté. Donc, si ma femme me dit « tu m'énerves », calme-toi. Je ne suis pas capable de descendre ça. Elle, aujourd'hui, avec sa sensibilité, son individualisation, elle est capable de s'éloigner de ma personne. Et on ne parle plus, quand on est des êtres conscients, on ne parle plus de bloc psychologique, on parle de souffrance psychique. Ouais, ça. Et l'homme connaîtra ça. L'homme connaîtra ces seuils où le système nerveux est extrêmement aiguisé. Les gens qui vivent, par exemple, des stress dans la vie, là, sont plus capables d'en prendre. Là, le téléphone sonne, là, ils prennent puis ils jettent sur le plafond. Là. Ils sont pas capables. Là. Bon, mais ça, c'est une forme inconsciente d'abus de leur système nerveux. Hein? Si on parle de l'homme conscient, c'est la même chose. Il va pas jeter le téléphone au plafond, mais il va être obligé de contrôler cette énergie-là à partir de l'intérieur. Et je vois que l'évolution de la conscience supramentale sur la Terre et ses conséquences pour la transmutation de la conscience de cellules et aussi pour le rajeunissement de l'homme sur les plans occultes de sa conscience et aussi pour la nouvelle redéfinition de tout son système électrique va amener l'homme à une très 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 grande sensibilité. C'est pour ça que dans ces alliances, lorsque l'homme dira, bon, ben, c'est assez, je peux pas en prendre, il faudra respecter ceci. Quand on parle d'alliance, souvent, on dit, il y a un vieil adage qui dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Vous parlez d'individualisation. Si l'individu a l'aptitude, ni plus ni moins, à couper dans toutes les formes d'alliance possibles, à quoi il peut s'identifier? Parce que finalement, alliance veut souvent dire occasion de prendre de l'expansion ou de développer une forme de puissance personnelle ou de rentrer dans un environnement où il y a une certaine puissance. Si on a cette aptitude de couper ou de changer la nature de nos relations à cause du système nerveux qu'on a, on s'allie à quoi en ultime recours? Là, vous parliez de force externe intemporelle. Est-ce que on s'identifie à l'intemporel en fin de ligne? Est-ce que notre relation de puissance, en d'autres termes, se fait dans l'intemporel? Une alliance? Parce qu'il y a un objectif dans l'alliance. Dans une alliance, il y a un objectif matériel. Bon, pardon. Il y a un objectif matériel. Et cet objectif matériel, dépendant qui l'a créé. C'est évident que si un initié crée une alliance, ce ne sera pas la même alliance que celle créée par un homme qui ne travaille pas directement avec les forces occultes. Ici,
un initié crée une alliance, il va créer l'alliance, il va amener l'alliance à un développement suffisamment avancé pour qu'elle puisse, si lui se retire, continuer par elle-même. Bon. Un homme, par contre, qui n'est pas un initié et qui va créer une alliance, va la créer avec des conditions qui sont beaucoup moins rigoureuses et qui vont permettre à cette alliance de se perpétuer, tant bien que mal, dépendant des individus avec lesquels il est. Mais un initié qui crée une alliance va toujours s'assurer que l'alliance est amenée à un niveau de... Parce qu'un initié qui crée une alliance, il la crée pour des raisons. Des raisons qui sont occultes, des raisons qu'il peut partiellement révéler, puis des raisons qu'il ne peut pas révéler. Ça fait partie de tout le processus d'une alliance. Mais l'initié qui crée une alliance, il ne crée jamais d'alliance pour rien. Et s'il se retire d'une alliance, il ne le fait pas pour rien. Il le fait en fonction des conditions de cette alliance-là. Il le fait en raison de l'habilité de l'alliance de ne pas se fracturer sous l'impact d'une énergie plus élevée vibratoirement que la sienne, et ainsi de suite. Donc l'initié va garder l'alliance, il ne va pas la fracturer l'alliance, mais il va la rendre libre de lui-même, pour que lui, en tant qu'initié, puisse aller plus loin dans le développement de son contact avec l'intemporel. Dans le cas de l'homme normal, les alliances ne sont pas occultes. Ce sont des alliances qui font partie du bien-être, qui font partie de certains besoins de certains individus alliés ensemble. Ces alliances-là n'ont de valeur que dans la mesure où les individus, avec leur niveau d'inconscience ou leur niveau de conscience, sont capables de ne pas la miner. Dans le cas d'une alliance qui est créée par un initié, il y a toujours des points de référence qui auront été donnés par l'initié pour la maintenir en vie, cette alliance-là. Par contre, si les individus ne la maintiennent pas en vie parce qu'ils ne regardent pas les points précis d'une science de développement, d'une science de transmutation qui fait partie de ce processus-là, éventuellement l'alliance va se fracturer par elle-même, par l'intérieur, parce qu'elle sera trop astralisée. Donc, quand on parle d'alliance créée par des hommes normaux qui travaillent avec des intentions normales, et on parle aussi d'une alliance créée par des initiés qui sont des hommes aussi normaux, mais qui fonctionnent à un autre niveau, et dont le but est toujours créatif, dans la mesure où les hommes sont capables de supporter les règles du jeu. Et les règles du jeu sont établies par l'initié. Parce que l'initié, sa fonction, ce n'est pas de créer des alliances. Créer des alliances, ça fait partie de sa conscience créatrice. Les hommes qui font partie d'une alliance, leur fonction, c'est de maintenir cette alliance-là vivante, parce qu'elle permet de magnétiser l'espace psychique, psychologique, matériel, afin de créer sur le plan matériel, par exemple, une certaine micro-société, autrement dit, un noyau d'énergie suffisamment avancé pour que plus tard, ce noyau se connecte avec d'autres niveaux et qu'il y ait à ce moment-là des interventions plus avancées à l'intérieur d'une structure humaine pour permettre que cette structure jette de la lumière sur la science de l'homme ou sur la science de la vie qui fait aussi partie de la science de l'homme. Bernard, on disait tout à l'heure qu'on avait besoin de développer notre intelligence à travers une relation. On parlait de relation binaire, donc de couple. Souvent, les gens ont une relation ensemble pour éliminer la survie, soit d'ordre psychologique ou une survie matérielle. Les alliances, vous venez de le mentionner, semblent servir à régler des objectifs à caractère matériel. Et généralement, les gens y trouvent une certaine forme de puissance là-dedans. À régler les choses matérielles, mais aussi, parce que dans une alliance, je parle d'une alliance conscientisée. Dans une alliance conscientisée, ce n'est pas seulement les aspects matériaux qui sont en cause. Parce que dans une alliance conscientisée, les individus vivent un rapport étroit au niveau psychique, au niveau psychologique. Il y a énormément d'énergie créative qui se véhicule. L'aspect matériel, c'est la consécration de ceci dans la matière. C'est normal. Mais dans un couple, ce n'est pas seulement l'aspect matériel qui compte dans une alliance binaire. C'est l'aspect psychique. Si une alliance où vous avez plusieurs individus qui sont directement reliés au niveau psychologique, psychique, créatif et matériel, vous aviez cette communion d'esprit que l'on peut retrouver dans un couple.
les alliances seraient perpétuelles. OK. Je vais apporter un point à ceci. Quelle est la différence entre une alliance binaire, qui est basée sur l'amour, parce que dans un couple c'est l'amour, et une alliance complexe, plus sociale? C'est que dans une alliance plus complexe, l'amour n'est pas suffisamment présent. OK. Si l'amour était présent dans une alliance, comme elle existe dans la conscience de l'initié qui le crée, l'alliance serait perpétuelle. Donc, l'amour dans un couple permet à un de ne pas être débalancé par l'autre, parce qu'il y a de l'amour. Dans une alliance, l'amour n'est pas suffisamment présent pour que des hommes, avec leur personnalité et toutes les conjonctures d'une alliance, soient suffisamment conscients de ce principe-là. Et ça, c'est une des raisons pour laquelle la création sur la Terre d'alliances réellement occultes, perpétuelles, n'est pas arrivée encore. Ça viendra, mais ce n'est pas arrivé encore, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'amour. Autrement dit, il n'y a pas suffisamment de sensibilité psychique des êtres par rapport aux autres, parce que ça fait encore partie du processus de transmutation des personnalités. Qu'est-ce qui oblige, ni plus ni moins, cette situation d'exister, dans le sens, qu'est-ce qui crée des interférences pour empêcher le respect ou l'amour entre les gens dans une alliance complexe? Les personnalités. C'est strictement la personnalité. Oui. C'est plus facile d'aimer sa femme ou son mari que d'aimer son partenaire de travail. Oui. C'est plus facile parce que l'homme n'a pas une conscience universelle. Il a une conscience particulière à son état d'âme. Tandis que dans un couple avancé, vous avez une conscience universelle des deux parts. Et c'est cette conscience universelle qui permet à un couple avancé de réellement vivre une union qui est indivisible sur le plan psychologique, psychique et matériel. Tandis que dans une alliance, il y a plus de distance entre les individus. Et c'est cette distance-là qui peut éventuellement faire en sorte que des individus très avancés soient obligés de se retirer de l'alliance pour permettre à d'autres de vivre leur expérience, d'ajuster leur vibration pour qu'éventuellement cette alliance devienne suffisamment monolithique pour devenir perpétuelle et à ce moment-là revivre une connexion occulte dans un autre temps. Est-ce que c'est dû à la nature du dialogue? Dans un couple, on parle de beaucoup de choses. On parle de choses matérielles, mais on parle aussi de développement personnel, de croissance psychique même. Est-ce que le fait d'avoir des alliances à caractère, je dirais, complexe, comme on parlait dans des relations de travail, est-ce qu'on se limiterait pas par hasard à un type de dialogue qui serait strictement exemple de la business ou qui serait strictement au niveau de la finance ou des affaires? Est-ce que ce serait ça qui empêcherait le facteur respect ou amour que vous parlez? Parce que les gens vont pas dans d'autres niveaux de dialogue? Non, ce n'est pas ça la raison. La raison, c'est que, parce que là, on parle toujours d'une alliance à caractère occulte derrière. Oui, psychique. Dans une alliance à caractère occulte ou psychique, où vous avez un initié qui a créé cette alliance-là pour un certain temps, vous avez des conditions qui doivent être respectées à la lettre. Mais ces conditions qui doivent être respectées à la lettre sont faciles pour l'initié, mais ne sont pas nécessairement faciles pour les êtres qui font partie de l'alliance. Donc, l'initié ayant un registre vibratoire très élevé, se doit éventuellement de se retirer pour permettre à des gens qui ont un registre inférieur de pouvoir respirer. Parce que l'initié, c'est un être qui est terrible sur le plan occulte. Quand je dis terrible, je veux dire c'est un être qui est totalement... on ne peut pas contraindre un initié, on ne peut pas le mettre dans une boîte, on ne peut pas le bluffer, on peut pas l'arrêter. Donc, sa fusion devient sa propre loi, qui sert à l'évolution de l'homme et qui sert à la transmutation des corps subtils de l'homme. Mais l'homme aussi, ne vivant pas une fusion totale ou suffisamment avancée, doit être respecté dans son rythme d'évolution. Donc, c'est le signe de l'intelligence d'un initié de se retirer d'une alliance pour que les êtres puissent, à leur niveau, fonctionner et avec leurs outils qui sont déjà très développés, continuer à poursuivre leur évolution, mais à un rythme qui est plus lent que si ce rythme-là était forcé dans une relation initiatique entre des hommes et la fusion.
Bon, en ce moment-là, est-ce que ça veut dire que la nature de ces alliances-là qui sont occultes ne peuvent être créées que par un initié et qu'aucun homme, même conscient, ne peut finalement générer une alliance, disons, occulte? Non. Les alliances occultes qui sont générées par des êtres qui sont astralisés, par des êtres qui sont dans la magie noire. Ce sont des alliances occultes. La différence entre un initié qui travaille avec des forces d'un autre plan, l'alliance, elle est aussi occulte, mais ce qui fait la différence, c'est que elle est fondée sur un plan ou un processus de développement et de transmutation qui ultimement concerne chaque individu dans l'alliance individuellement. Autrement dit, un être humain qui aurait des relations occultes avec l'astral, Hitler par exemple, et qui formerait des alliances de partis nazis occultes, ferait ceci pour l'évolution collective d'une programmation astrale dont lui-même n'est pas conscient, dont il est simplement la machination. Alors qu'un initié en fusion qui crée une alliance, il la crée dans le cycle où nous sommes, au cours de l'évolution, il la crée pour la transmutation de l'homme, mais en relation et en fonction d'un ordre de choses ou de formes qui sont directement reliées à la Terre, pour que l'homme puisse éventuellement connecter, descendre son énergie créatrice dans la matière, pour qu'elle ne soit pas suspendue ici, astralisée, philosophisée, et qu'elle ne termine pas dans une forme de religion. Donc il faut que cette énergie-là descende dans la matière, parce que ultimement, l'évolution de la conscience supramentale sur la Terre se concernera avec le développement, l'évolution, la formulation, l'établissement d'une nouvelle civilisation. Même si cette civilisation, elle est occulte, elle est cachée au regard de l'homme, elle sera sur le plan éthérique et elle aura contact avec la matière pour le développement de science, parce que tout ce qui est de conscience supramentale et de conscience de cellules s'occupe simplement de science. Quand nous parlons science de la matière, nous parlons science des cristaux, nous parlons science des éthers, nous parlons science du mental, nous parlons science des courants éthériques, nous parlons science. Autrement dit, nous parlons de la capacité de l'homme fusionné en conscience supramentale, en relation intemporelle avec des intelligences de différents niveaux, de différentes langues, de différentes civilisations et aussi de différents mondes, de travailler avec l'homme. Donc tout revient à la science. Donc les alliances que peut créer un initié aujourd'hui qui fait partie de cette catégorie-là, qui n'est pas grégorienne dans le sens astral, est forcément une alliance qui doit être plongée dans la matière avec des êtres qui ont des facultés pour travailler et rendre cette forme-là suffisamment agréable, plaisante et créative, en même temps que se transmutent les corps subtils. C'est ça la différence. Vous dites qu'il y a deux formes d'alliance. Moi, je parle de pacte en général. Quand on parle d'éléments comme la magie noire, est-ce que un individu qui est dans un processus de conscientisation peut se faire drainer dans des pactes astraux versus l'alliance qu'il peut générer avec d'autres personnes qui sont en voie de conscientisation? Est-ce que le phénomène d'alliance dont vous parlez, qui est finalement généré par un initié, qui permet à des êtres conscients de s'allier ou de s'associer ensemble, est-ce que des êtres qui sont dans un processus de conscience peuvent se faire prendre par des alliances ou des pactes astrales, à forme astrale? C'est ça. Dans la mesure où tous ces êtres-là, je réponds d'une autre façon. Si vous avez une alliance qui a été formée par un initié pour des raisons d'individualisation et de travail collectif, mais basée sur l'individualisation, et qu'à l'intérieur de l'alliance, il y a des êtres qui perdent conscience de cette instruction-là, ou qu'il y a des êtres qui ne perdent pas conscience de cette instruction-là, mais qui ne soient pas suffisamment avisés de la rendre publique, cette instruction-là. Autrement dit, de s'en servir, de la rendre publique à l'intérieur de l'Alliance. Si des êtres ne sont pas suffisamment forts, intelligents, pour regarder ce qui se passe dans l'Alliance et dire, oh, on va trop loin, là. À ce moment-là, l'Alliance peut éventuellement en arriver à s'astraliser, et à ce moment-là, elle ferait partie
d'un ordre occulte, magique, contrôlé par d'autres plans que les plans originaux. C'est pour ça que dans une alliance, au cours de l'évolution, lorsque nous parlons d'alliance chez des êtres qui se conscientisent et qui entrent en contact avec les forces du plan mental, c'est la responsabilité de tous les hommes à l'intérieur d'une alliance de s'occuper, de se préoccuper de la sanité de l'alliance, de l'intelligence de l'alliance. Si vous avez un être qui, à l'intérieur d'une alliance, qui n'a pas, pour toutes sortes de raisons, la force de pointer la direction, éventuellement d'autres êtres perdront la force de pointer la direction et d'autres êtres. Et c'est comme ça qu'éventuellement les forces collectives d'une conscience sociale tombent sous la gestion d'un autre système de pensée. C'est ce qui est arrivé en Atlantide. En Atlantide, les hommes ont eu contact avec l'intemporel, ils ont eu accès à des sciences, ainsi de suite. Mais à un certain moment donné, d'autres hommes ont voulu participer à ces sciences, ont astralisé cette science, et éventuellement ça a amené à la destruction de l'Atlantide, parce que les forces en jeu étaient extrêmement occultes, extrêmement puissantes. C'est la même chose pour l'homme nouveau, avec cette différence qu'aujourd'hui, nous sommes très très avisés des lois occultes du mensonge cosmique qui s'appliquent aux conventions psychiques de l'ego rattachées à l'astral. Nous connaissons aujourd'hui les lois du monde de la mort. Aujourd'hui, quand je dis nous connaissons, je ne veux pas dire que toute l'humanité connaissait, mais il y a sur le plan matériel une science en voie d'évolution qui est capable d'expliquer parfaitement le monde de la mort, qui est capable de communiquer avec les entités dans le monde de la mort, qui est capable de corriger les excès du plan astral sur le bas astral ou sur le haut astral. Autrement dit, nous sommes réellement dans un temps extraordinaire concernant l'élimination de la conscience humaine de ce que nous appelons l'ignorance originelle. Nous sommes à ce stage. Donc, si nous sommes à ce stage et que nous avons maintenant les outils, puisque nous avons une fusion, c'est à nous, les hommes, à l'intérieur de nos alliances, de toujours nous occuper que l'alliance, étant un bateau, étant un vaisseau, ne soit jamais percée pour que l'eau entre et coule ce vaisseau. C'est la responsabilité des membres de l'alliance de le faire, ce n'est pas la responsabilité de l'initié, parce que l'initié a déjà donné les indications de comment s'occuper à maintenir ce vaisseau en surface, sans que les forces astrales viennent par le dessous et le coulent. Donc, les hommes en alliance ont le besoin, auront demain le devoir. Et plus la science va devenir occulte, plus l'homme sera en contact avec l'intemporel, plus ce sera important pour les hommes qui auront formé une alliance, qui éventuellement sera connectée à l'intemporel, plus ce sera important pour ces hommes-là de reconnaître, de savoir et de toujours conserver à l'esprit l'importance de l'esprit, de ne jamais se laisser astraliser dans l'esprit, ce qui a été la déconfiture de tout ce que nous avons connu pendant l'évolution. L'homme en tout cas, moi en tant qu'initié, je connais ce que l'être humain au niveau occulte, même dans son inconscience, vit au niveau des luttes entre l'astral et le plan mental. Ce sont des luttes terribles. Et le plan astral, le plan de la mort, n'est pas intéressé à ce que l'homme devienne libre. Le plan astral n'est pas intéressé à ce que l'homme vienne en contact avec l'intemporel. Le plan astral est tellement peu intéressé, d'ailleurs, que nous vivons maintenant dans un temps où il y a sur la Terre, dans différentes régions du globe, des contacts entre d'autres civilisations, des contacts de deuxième, troisième, quatrième ordre, avec l'humanité, comme il y a eu en Belgique dernièrement. Et l'homme ne sait pas qui sont ces civilisations, qui sont ces êtres, d'où viennent ces êtres, quel est leur but, pourquoi viennent-ils, ainsi de suite. Donc, l'homme est un être extrêmement vulnérable par rapport à l'intemporel, comme il ne l'a jamais été, parce que maintenant que la fusion est sur la Terre, les plans, les sphères savent que l'homme passe dans un autre temps. L'homme s'en va vers un autre temps. L'humanité sort de l'expérience karmique planétaire du laboratoire terrestre pour entrer dans une nouvelle évolution où l'homme finalement sera totalement
à l'abri des impostures. Mais l'homme ne peut pas être à l'abri des impostures tant que lui-même ne se rend pas à l'abri de ses propres impostures. Si nous attendons que les hommes nous donnent le feu vert, si nous attendons que les hommes nous donnent la bénédiction, si nous attendons que les hommes nous garantissent la voie, nous sommes dans une très grave illusion parce que la différence fondamentale entre l'involution et l'évolution, c'est l'individualisation de l'homme, c'est-à-dire c'est la connexion systémique entre le plan mental, où s'exécute et évolue le double ou l'ajusteur de pensée, avec l'âme qui a été transmutée dans l'initiation à travers l'ego, qui a finalement reconnu l'importance d'être parfaitement en équilibre entre la volonté créatrice très puissante de l'ajusteur de pensée et sa volonté personnelle qui régit et qui travaille avec ces énergies-là. Donc l'homme devra devenir son propre maître à penser, son propre maître à mesurer des abus potentiels de son astral qui n'est pas encore éliminé. Et si l'homme ne fait pas ça, si l'homme ne regarde pas ça, autrement dit, si l'homme ne part pas de ces principes fondamentaux qui sont donnés par un initié quelconque, à travers une fusion quelconque, pour l'individualisation et la liberté totale de l'homme à l'intérieur d'une systémique intemporelle, l'homme ne pourra jamais en arriver à convertir ses énergies et à maintenir son alliance à l'abri des forces astrales. Donc l'homme sera régi par des courants astraux de très grande puissance qui feront éventuellement éclater ça. Dans le cas contraire, cette alliance deviendra une alliance fondamentale, elle fera partie d'une conscience créatrice et aussi d'une micro-société et éventuellement elle sera connectée à l'intemporel, elle disparaîtra probablement de la face de la Terre, mais elle se reformulera dans des aspects extrêmement volatiles, flash, selon le besoin, parce que l'homme à ce moment-là aura accès à la dimension matérielle à partir du plan théorique à volonté. Donc, mais l'homme a son travail à faire, son propre travail à faire, sur le plan individuel et par rapport à son alliance. Bernard, quand on vous écoute parler, on dirait que la seule chose qui est importante, ce n'est pas vraiment de s'occuper des formes dans lesquelles on est, c'est-à-dire le travail, ces choses-là, mais c'est vraiment d'apprendre à identifier les courants astraux qui nous manipulent dans le mental. Oui, parce que les formes avec lesquelles on travaille sont toujours sujettes à être astralisées. Donc, tout revient à l'homme. Si l'homme lui-même n'est pas astralisable, si l'homme ne perd pas la direction de son compas qui mène vers le nord, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Il divague un peu parce qu'il n'est pas parfaitement conscient, mais il revient au nord. L'homme ne peut pas, le compas de l'homme ne peut pas toujours demeurer sur le nord. Pour demeurer toujours sur le nord, il faut être en fusion. Mais l'homme peut divaguer, il a le droit de divaguer. C'est pour ça qu'à l'intérieur d'une alliance, c'est important que les hommes puissent supporter le fait que quelqu'un divague temporairement. Mais ils ont tous le droit de savoir qu'il revient au nord. Et dans une alliance occulte, les hommes seront obligés de s'occuper que le compas de l'alliance revienne toujours au nord. Si le compas de l'alliance revient au nord, parce que les hommes qui font partie de l'alliance discutent, parlent, font de l'interface, échangent, et en arrivent à apprivoiser leur personnalité par rapport aux autres. Et on arrive à réellement faire circuler cet esprit. Éventuellement, le compas restera très, très, très près du nord, magnétique, de la conscience universelle. Et c'est là que nous sommes rendus aujourd'hui. On est rendu à cette étape où le diable... Ah oui, on est rendu à cette étape. J'ai formé sur le plan matériel une alliance. J'ai supporté cette alliance pendant des années. J'ai choisi des individus intelligents, sensibles pour travailler à la formulation de cette alliance. Nous l'avons structurée pour qu'elle soit en directe relation avec le plan matériel, pour qu'elle soit palpable, et ainsi de suite. Mais dans la palpabilité d'une alliance, il y a de l'émotion, il y a de la personnalité, il y a des événements qui ne font pas toujours notre affaire, et ainsi de suite. Et c'est là que l'homme peut perdre le nord. Et l'homme doit toujours retourner au nord. Et vous allez me dire, mais oui, quand on est fusionné, c'est facile d'avoir toujours l'alignement au nord, mais quand on n'est pas fusionné, c'est plus difficile, et ça, je le comprends. Par contre, ça fait partie de la transmutation de la conscience supramentale. L'homme, demain,
qu'il soit fusionné, pas fusionné, qu'il soit initié ou pas initié, c'est sans importance. L'homme a une lumière, il sait quand il n'est pas dans sa lumière. L'homme rendu surtout au niveau d'une alliance, il le sait quand il n'est pas dans son intelligence, quand il n'est pas dans l'intelligence. Il le sait. Ça se sent. Parce qu'il se crée des égrégores, il se crée des courants astraux, il se crée une densité, ainsi de suite. Et cette densité sert à l'amener plus loin, et plus loin, et plus loin, pour qu'il devienne un jour totalement intouchable. C'est-à-dire qu'il se passe quelque tempête que ce soit, il va toujours revenir au nord. Il sait qu'il va toujours revenir au nord. Et quand l'homme sait qu'il peut toujours revenir au nord, quelles que soient les tempêtes, quel que soit son astral auquel nous acquiesçons, à ce moment-là, il n'y a plus de danger pour l'alliance. Vous dites que l'individu conscient vient toujours au nord quand il est dans son intelligence. Est-ce que ça veut dire qu'on a les formes qui sont en relation avec notre astralité? Oui, vous avez les formes en relation avec votre astralité parce que toutes les formes de votre vie, toutes les conditions de votre vie, tous les événements de votre vie font partie d'une programmation. L'âme ne vient pas dans la matière sans programmation. Le cerveau de l'homme, c'est comme un computer, c'est tout enregistré. Et le tempérament, la nature, l'émotion, la mémoire, tout ceci fait partie des éléments avec lesquels l'homme doit travailler. Par contre, tous ces éléments sont astralisables. Pourquoi? Parce que l'homme est un être karmique. L'homme est une âme dans un corps matériel qui n'est pas encore moroncialisé, c'est-à-dire fusionné avec la lumière de la source. Donc, l'homme qui se conscientise et qui commence à participer à une évolution avancée qui requiert la réorganisation totale de son être pour passer de la personnalité à la personne, du manque d'individualité à l'individualisation totale, il a besoin de ces événements-là. Ces événements-là sont nécessaires. Si il n'astralise pas trop et qu'il revient au nord, ces événements-là lui sont utiles. S'il astralise, ces événements-là peuvent l'amener finalement à un plafond, à un arrêt de son évolution vers des plans plus élevés de conscience et ultimement une coupure totale en ce qui concerne les plans occultes de l'humanité, l'intemporel de l'humanité. Est-ce que la difficulté d'un obstacle, c'est pour élever notre conscience, c'est pour, je dirais, nous faire mesurer notre tête dure, là? La difficulté d'un obstacle est toujours en fonction de votre impuissance à la dépasser. Donc, elle est toujours en fonction de votre doute, elle est toujours en fonction de vos émotions, elle est toujours en fonction de vos craintes. Vous ne pouvez pas, l'homme ne peut pas passer à l'autre niveau. L'homme ne peut pas venir en contact avec l'intemporel avec de la crainte, il deviendrait fou. Il ne peut pas entrer en contact avec l'intemporel s'il a le doute, parce qu'il serait totalement magnétisé, il deviendrait totalement fanatique, il ferait des religions. L'homme ne peut pas venir en contact avec l'intemporel s'il est magnétisable. Qu'est-ce que ça veut dire être magnétisable? Magnétisable, sur le plan psychique, ça veut dire être hypnotisable. Être hypnotisable, ça veut dire être assujettissable à quelque chose ou à quelqu'un. Donc, si l'homme vient en contact avec l'intemporel et qu'il est... Quand l'intemporel vient en contact avec l'être humain, ces êtres-là ont des forces mentales extraordinaires. Ils sont très développés. Donc, automatiquement, à cause des lois cosmiques qui font partie de la centralisation des énergies de leur conscience avec la centralisation de l'énergie de leur vaisseau, ces êtres-là ont besoin de toujours protéger l'homme contre son émotivité, mais aussi contre sa nature animale, c'est-à-dire sa nature astrale. Donc, ils sont obligés de lui imposer un blocage de mémoire par hypnose. Hein. Et ce blocage de mémoire, il peut être temporairement éliminé par l'hypnose de médecin, mais il y a beaucoup d'êtres sur la Terre qui ont eu contact avec l'intemporel et ça a été bloqué. Et ce contact avec l'intemporel a créé chez eux des perturbations. Donc, ils n'ont pas pu bénéficier de ce contact avec l'intemporel. Mais l'homme conscient, lorsque nous parlons de l'homme de la race racine, hein, lorsque nous parlons de l'ancêtre atlantéen, revenu à la fin du 20e siècle, ou lorsque nous parlons de l'ancêtre d'autres planètes qui revient au 20e siècle, nous ne pouvons pas parler d'un homme qui est hypnotisable par d'autres intelligences. Parce que c'est un abus de pouvoir. Un abus de pouvoir qui fait partie des nécessités, de la loi de nécessité cosmique, de cacher les secrets de l'intemporel.
Mais par contre, si l'homme doit passer à l'évolution d'une conscience supérieure, il ne doit pas être hypnotisable, et pour ne pas l'être, il ne faut pas qu'il connaisse, qu'il vive en lui le moindre doute vis-à-vis son intelligence. Quand vous parlez de son intelligence, vous parlez de son contact. De son contact, de son intelligence. Un homme qui vit, et ça prend du temps. L'homme ne peut pas éliminer le doute qui est basé sur de l'émotivité, et ainsi de suite. C'est de l'âme. Donc, ça prend un certain temps. Donc, les événements que nous avons nous créent des obstacles terribles. Ces obstacles terribles brisent, fracturent le doute, nous permettent de voir que la vie continue. La conscience créatrice, elle est toujours présente. Les hommes continuent à se soutenir, à travailler ensemble. Ils continuent à pouvoir revenir au pôle magnétique malgré les souffrances, malgré les interférences. Et éventuellement, l'homme en arrivera à sentir cette force intérieure, cette certitude inébranlable qui éliminera chez lui le danger d'être hypnotisé par l'intemporel. Si vous me demanderiez quelle est la raison sur la Terre de l'initiation solaire, pourquoi l'homme devra connaître l'initiation solaire, qu'il soit dans n'importe quel pays, c'est pour que l'homme ne soit pas hypnotisé par l'intemporel. Puis son pire obstacle sur le plan matériel, est-ce que son pire obstacle sur le plan matériel, c'est sa personnalité. Strictement. Oui, c'est sa personnalité, parce que sa personnalité, elle n'est pas réelle. De la personnalité, c'est un montage. De la personnalité, c'est de l'orgueil. De la personnalité, c'est de la fierté. De la personnalité, c'est de l'ennui. De la personnalité, c'est de l'inquiétude. De la personnalité, c'est de l'angoisse. C'est ça de la personnalité. De la personne, un être qui dans sa personne ne vit pas ces choses-là qui font partie des pulsions astrales de l'âme. Donc, si l'homme passe à un autre niveau d'évolution, il faut naturellement qu'il balaye, qu'il élimine graduellement, selon une science que nous avons aujourd'hui, ces aspects de la personnalité pour que, éventuellement, il soit réellement un roc, qu'il soit réellement inépuisable dans sa conscience, qu'il soit totalement individualisé dans sa conscience, mais aussi capable de répondre aux besoins des autres, de voir la limitation des autres. Si vous avancez dans une conscience supramentale, dans une conscience d'une race racine qui est totalement nouvelle, donc dont la conscience va changer avec le temps et va devenir de plus en plus occulte, vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas regarder l'être qui fait partie de l'évolution, vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas respecter l'être qui est plus petit en conscience que vous. Et ainsi de suite. Donc, c'est réellement marcher sur un fil. Éventuellement, l'homme marchera sur ce fil. L'activité mentale de l'intelligence par rapport aux forces intemporelles, bon, on comprend qu'on développe une certaine certitude à travers les obstacles qu'on a, mais quand on parle d'intemporel, on parle de quelque chose, on dirait, qui nous dépasse. Puis vous parlez de l'objectif de l'initiation solaire, justement de ne pas être hypnotisable. On regarde tout ce qui nous impressionne dans la vie, on s'imagine assez facilement qu'une soucoupe volante atterrit dans la maison ou à l'extérieur. Ça va être inimaginable, la relation qui va être à vivre là. C'est quoi qu'il faut aller chercher à l'intérieur de soi? Vous dites qu'on l'a, mais ça se révèle à soi ou à nous comment, cette intelligence-là? La certitude devant un problème de trafic ou un problème de travail ou un problème de finances, on dirait qu'on a quelque chose pour pouvoir traiter avec ça. Mais quand vous nous parlez d'intemporel, c'est comme si c'était pas pensable. On n'a pas de mémoire de ça. On n'a pas de référence à ça. Qu'est-ce qu'il faut comme intelligence? Quelle est la nature de l'intelligence? Est-ce qu'il faut parler de l'abstrait? Est-ce qu'il faut être capable d'aller à l'intérieur de soi, parler du cosmos? Ce n'est pas l'intemporel qui est important. Ce n'est pas l'intemporel. L'intemporel, c'est la conséquence de la transmutation des corps subtils de l'homme. C'est inévitable que l'homme en arrive à être en contact avec les temporels, de la même façon qu'il est en contact avec le temporel. Donc, il n'y a rien de mystique dans l'intemporel. Ce qui est mystique dans l'homme, c'est l'inconscience de sa temporalité. C'est ça qui dépasse la conscience. La stupidité, nos stupidités, nos ignorances, notre manque de respect pour l'autre. Pour moi, c'est aberrant qu'une personne puisse manquer de respect à une autre personne. D'ailleurs, si nous prenons toute la personnalité de l'être humain, et que
cet être-là deviendrait conscient du respect pour l'autre, et que l'autre deviendrait conscient du respect pour lui, l'être humain grandirait comme ça. C'est le manque de respect, et ça va loin le respect. Je pourrais faire toute une conférence sur le respect. Si l'homme avait le respect, il n'y aurait aucun problème entre lui et l'autre. Et les hommes ne savent pas qu'est-ce que c'est le respect, parce que pour eux, le respect, c'est une sorte de formulation psychologique qui permet à un individu de bien s'entretenir avec un autre. Le respect, ça va beaucoup plus loin que ça. Le respect, c'est la partie aimante de l'intelligence créatrice. Le respect, c'est l'anneau de l'esprit. Le respect, c'est la recherche de la perfection dans nos rapports avec l'autre, non pas en mettant l'autre responsable, mais en nous mettant nous-mêmes responsables. C'est ça le respect. Mm-hmm. Si vous attendez que les autres se mettent sous votre vibration, vous ne pouvez pas avoir de respect. Donc, le respect, pour moi, c'est l'ultime générosité. Ce n'est pas la générosité chrétienne, qui fait partie des besoins émotifs de l'ego, pour le salut de son âme, qui est déjà dans la mer. Le respect, c'est notre capacité à nous, en tant qu'individus, de toujours regarder ce qui dans l'autre fait souffrir. C'est ça le respect. Et ça, c'est la qualité psychologique de l'amour mental supérieur. L'amour mental supérieur n'est pas basé sur l'émotivité. Dans l'amour de la conscience supramentale, il n'y a pas d'émotivité, sinon l'homme serait troublé, l'homme serait en souffrance constante, je l'ai déjà expliqué. L'amour, c'est un principe universel qui, lorsqu'il passe à travers les chakras de l'homme, crée de la souffrance à cause de sa vibration. Donc l'amour mental utilise le respect comme façade. Donc, un homme qui respecte dans le sens créatif du terme, je ne me bats pas du titre qui respecte l'autre parce qu'il a peur de l'autre. Je parle de l'homme qui respecte l'autre, naturellement vit un amour mental. Et l'homme conscient sera amené à vivre ce respect. Et si ce respect ne lui est pas envoyé, il le saura et il brisera son alliance ou ses alliances. Est-ce que le respect, ce serait l'ultime puissance? Le respect, c'est l'ultime définition de la relation entre l'esprit et l'ego pour le besoin d'autres égos de se reconnaître en eux comme étant aussi imbus d'esprit. Je vous remercie infiniment, Bernard de Montréal.